dans cette nouvelle émission Parlez-vous cinéma. Je suis accompagné de Margarita Cadenas pour le film Femmes du chaos vénézuélien. Tout à fait. Bonjour. Bonjour, merci. Donc parlez-nous un peu de ce film qui est présenté dans le panorama. Non, il est en compétition. En compétition, pardon, autant pour moi. Ouais. En documentaire. En documentaire. Donc en compétition documentaire. Comment est né le projet ? Et le projet, il est né ici en France. D'accord. Parce que j'habite Paris. Et pour moi, ça a été... Vous savez, maintenant, on est très connectés. Je suis très connectée, WhatsApp et tout, avec ma famille. Et voir ce qui se passe au Venezuela et la désinformation qui existe dans le monde par rapport à la réalité vénézuélienne, je me suis dit que je voulais faire ce film. Aussi parce que quand on a des informations, on regarde le Venezuela de l'extérieur, pas de l'intérieur. Ou sinon, ça devient des chiffres. Et pour moi, le plus important, c'était rentrer vraiment en immersion chez les gens pour sentir vraiment ce qui se passe au Venezuela et faire un film plutôt intimiste et humaniste. D'accord, parfait, merci. On va regarder la bande-annonce, comme ça tout le monde saura de quoi on parle exactement et on se retrouve juste après pour parler davantage du film. À tout de suite et on vous lance la bande-annonce. Y en Venezuela la ministra de Salud negó una vez más que exista escasez de medicamentos. Si en su país se respetan los derechos humanos, ¿por qué torturan? Contra todo pronóstico, la canciller venezolana negó en la Organización de Estados Americanos que en Venezuela haya escasez. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que tomará nuevas medidas en contra del desabastecimiento. Mi objetivo es justicia, que admiten que fue un error. No me lo van a regresar. Quiero verlos pagar. Hacer la cola no garantiza que mañana voy a comprar nada. No lo garantiza, porque puede ser que llegue todo el día y nunca llegó el camión. Y perdimos toda la noche y perdimos todo el día anterior. O sea, nada nos garantiza la comida. Si contamos con suerte, bueno, coronamos. Sí, ¿no? Gracias, mi amor, gracias. Eres un preso de conciencia, un preso del gobierno. Si hubiera justicia, mi hijo no estuviera preso. Porque él está preso inocente. Me siento impotente cuando ellos llegan y ya se nos escapa de las manos sin tener una herramienta con que brindarles salud y no tener que decirles, sino simplemente no hay. ¿Estamos viviendo una situación de crisis? La estamos viviendo. ¿Mis hijos van a desarrollarse en una situación de crisis? La mayor parte de su vida yo creo que sí. Lo que yo puedo hacer o donde puedo poner mi esperanza es en Dios y en las herramientas que yo puedo darles a ellos para desarrollarse aún a pesar de las circunstancias. Voilà, donc c'était l'abondance de votre film, Margarita Cadenas, Femmes dans le chaos vénézuélien. Pardon. Donc ça raconte en fin de compte l'histoire de témoignages de femmes. Hein. C'est vraiment cet axe-là, très 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 choisi. Hein. Voilà, c'est plusieurs femmes. Une volonté. Voilà, de plusieurs milieux sociaux, différents âges. Différentes races. Parlez-nous un peu de ça justement, comment s'est passée cette sélection de femmes, ces rencontres. C'est vrai que c'est toujours important dans un documentaire, c'est avant tout des rencontres, un documentaire, aller vers les gens. Comment ça s'est passé avec ces femmes ? Et voilà, donc la première chose, j'ai choisi les sujets que je voulais traiter. Donc ce que je pense qui était le plus à remarquer, donc la santé, la pénurie alimentaire, les prisonniers politiques, l'injustice, la peur. Donc j'ai choisi ces sujets et après on a commencé à faire tout ce qui était la recherche.
Et c'est avec les ONG au Venezuela qu'on a pu commencer à faire une première sélection. Et de toutes ces recherches, je me suis trouvée avec 35 femmes. Et de ces 35 femmes, j'ai choisi ces 5-là. Et là, il y a eu des éléments qui ont été pris en compte, comme vous avez dit, au niveau de l'âge, au niveau social, au niveau racial aussi, la différence. Donc, ça a été difficile à faire parce que pas tout le monde aussi était disposé à parler. En ce moment, au Venezuela, on vit un pays qui est, où il y a une oppression, il y a une répression, il y a surtout les femmes, l'infirmière et la jeune qui va faire les courses pour acheter, donc elle va... Les deux premières heures qu'on rencontre non, la première et la troisième. Donc Kim et Eva. Ces deux-là, c'était les plus difficiles parce que c'était elles qui prenaient plus de risques. Et parce qu'on ne pouvait pas savoir que nous, on était en train de tourner. Au Venezuela, c'est interdit de filmer dans les hôpitaux et de filmer les queues devant les magasins d'alimentation. Donc, nous, il fallait qu'on fasse presque un travail d'espion, disons. Presque un tournage clandestin. Clandestin, et du coup, comment ça se passe? Là, vous piquez ma curiosité. Comment ça se passe de tourner dans de telles conditions? Avec l'équipe, c'était une grosse équipe? Vous étiez, et nous, on était 12. Quand même? Oui. Mais on a travaillé avec des tout petites caméras. D'accord. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, tu as tourné avec un Steadicam et tout ». Je lui dis non, j'ai utilisé ce qu'on appelle le Steadicam du pauvre, qui est l'Osmo. Je ne sais pas si vous connaissez ces caméras, c'est une toute petite caméra. Qui est, alors pas bien dans le micro, oui. Qui est grande comme ce micro. D'accord. Et on met l'iPhone ici juste pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de filmer. Et elle a une stabilité, elle est en 4K, elle a une stabilité incroyable. On a tourné avec des lunettes espions. Et des tout petites caméras Canon 6, les sons, on cachait les micros, et l'ingénieur du son, il avait tout son matériel caché dans des sacs à dos. Donc il a fallu vraiment composer pour pouvoir filmer, être en sécurité, parce que sinon on risquait beaucoup. Et au moment où j'ai tourné l'année dernière ces films, juste avant, une semaine avant qu'on commence les tournages, Antena 13, ça avait fait, on lui a enlevé tout le matériel qu'il savait tourner au Venezuela. Et c'est passé aussi avec des journalistes français, donc l'oppression, c'est important. Et il a fallu... ça a été hyper compliqué. Par exemple, toute mon équipe, il ne vient pas de Caracas. Je l'ai choisi des villes différentes du Venezuela pour que personne ne sache. Bon, ça a été compliqué. C'est encore mieux qu'un tournage de James Bond, j'ai l'impression. Oui, c'est vraiment assez surprenant. Oui, parce que surtout, il y avait l'intimité. On est allé... Par exemple, Eva, elle vit dans les bidonvilles les plus grands de l'Amérique latine, et donc Petare et à Caracas. Si on sait qu'à Caracas, au Venezuela, il y a 30 000 morts par an à cause de la criminalité, que Caracas est devenue une des villes les plus violentes au monde. Et donc, vous pouvez vous imaginer toute la logistique qu'il a fallu faire. On avait des gardes du corps pour pouvoir rentrer à certains endroits et tout ça dissimulé.
dissimuler. Mais justement, quand je vous entends parler là, on sent, alors, pareil, pas un sentiment militant, mais un sentiment de faire quelque chose qui dépasse même l'objet cinématographique, d'aller vraiment vers quelque chose d'humain et de dénoncer au final des inégalités par le biais de la caméra, du cinéma. Et c'est palpable par vos témoignages de femmes. On sent que c'est des femmes en colère qui sont au bord de la crise de nerfs. Enfin, c'en est très touchant parce qu'au début, elles parlent, donc elles vous racontent des choses devant la caméra. Et tout d'un coup, il y a un moment où elles vous racontent un truc, chacune, et elles craquent. Parce que ça a été la fois de trop, parce que ça a été le moment, le souvenir de trop. Et on sent que il y a une situation sociale là-bas qui est... Vous savez, quand on fait un film qui est basé sur des témoignages qui sont tout à fait douloureux et terribles, et nous, on devient comme un psychanalyste, quelque part. Parce qu'on est obligé de rester, les écouter, filmer, essayer d'aller plus loin. Et c'est très dur parce que quelque part, il faut arriver à ça, à Bien ce sûr. que vous dites, à quelle sorte vraiment ce qu'elles sont sur elles. C'est là où d'ailleurs on sent des fois des phrases préparées d'avance, sachant qu'elles sont interviewées dans leur début de témoignage, et c'est quand elles craquent que là il y a une spontanéité dans leurs paroles, dans leurs propos, qui m'a pris complètement à la gorge, quoi. On sentait ça et c'est assez intéressant que ça le rende palpable. Et justement, il y a vraiment deux parties dans votre documentaire. Il y a ces témoignages-là, qui sont vraiment très importants, et des moments plus filmés, entre guillemets, de contexte, dans la ville, tout ça, pour aussi montrer le contexte social. On fait un voyage et on se rend compte un petit peu la topographie de Caracas, et une ville qui est très moderne. Et moi, c'est que je voulais surtout, et c'est pour ça qu'il est important à chaque fois que je montre ces films, et normalement ce film il n'est pas pour être montré au Venezuela, même je ne pense pas que je puisse les montrer, et c'est ouvrir les regards. Parce que de l'étranger, quand on ne connaît pas, on se fait décider. On imagine l'Amérique latine, on imagine à Caracas, il y a des gens qui connaissent plus ou moins. Il y a aussi le Venezuela, c'est un pays très riche, c'est un pays qui était prospère, qui était bien développé. On était très, très contents d'être un pays en voie de développement. Et ça s'est cassé. La dernière décennie, le pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un pays en destruction. Et ce n'est pas par rapport à un élément, non, c'est politiquement, socialement, on a une crise humanitaire terrible, les pénuries, c'est un pays en faillite, c'est un pays oppressé. On dit qu'on est en train de devenir une dictature, même si on n'ose pas la nommer. Et du coup, j'ai envie de juste revenir sur une chose, vous avez dit au début, que c'était que des femmes et que c'était une volonté chez vous. Pourquoi c'était une volonté si forte de faire ce voyage-là au Venezuela, de parler de ces inégalités, de ces problèmes, à travers le regard de femmes? Bon, parce que, comme je voulais montrer l'intimité, je voudrais faire un film intime, je voulais un film vu de l'intérieur, à travers la femme. C'était plus, je pense que c'était la personne la plus adéquate dans les membres de la famille qui nous permettent ces voyages. Parce qu'elle doit travailler, elle doit aller chercher des médicaments, ou s'ils sont malades, ou s'il faut acheter la nourriture, s'il faut se battre. Donc la femme me permettait vraiment de rentrer dans cette intimité. On voit dans les films, il y a les maris, mais voilà, si je voulais, par exemple, il y a Eva, le troisième personnage, c'est une femme célibataire et qui vit dans
dans une maison où on voit qu'il n'y a que des femmes, suivre ça, bon, il n'y a pas d'hommes. Ça aussi, je voulais les montrer. Et quand il y a des hommes, ils sont là, ça, montrer qu'on est une société machiste, mais en même temps, on voit ces hommes, comment ils s'apportent énormément dans la maison. Et Kim, elle l'a dit, si je n'avais pas un mari comme celui que j'ai, ça n'aurait été pas possible. Toute la quête, en plus, de la grand-mère aussi, pour libérer son petit-fils en prison, enfin, il y a ce rapport aussi. Ça aussi. Et du coup, d'où sûrement ma confusion au début, votre film qui est bien en compétition long métrage documentaire, mais qui aurait toute sa place au final dans un panorama, vu que le festival du film international du film d'Amiens s'ouvre sur ces pays-là, sur ces cinémas-là. En quoi c'est important aujourd'hui de montrer ces films-là dans le cadre d'un festival comme le nôtre, où voilà, on propose aux gens un vrai voyage vers des cinémas qu'ils ne connaissent pas forcément, vers des pays, des cultures qu'ils ne connaissent pas forcément. Moi, avec votre film, j'ai appris énormément sur le Venezuela. C'est aussi ça, le cinéma. Oui. Bon, je pense que quand on est réalisateur ou producteur ou scénariste, il y a toujours l'envie de toucher les spectateurs avec les histoires qui nous touchent à nous. Et on essaye toujours de faire qu'une histoire même, par exemple dans le cas de ces documentaires, que ça soit une histoire universelle. Et parce qu'une mère, une douleur, un manque, c'est universel. Donc, il faut arriver à ça. Et aussi, c'est pour ça que je voulais faire un film esthétiquement beau, avec une musique extraordinaire qui est de Rémi Boubal, et qui accompagne ces images, et aussi une lenteur pour que les spectateurs aient le temps d'assimiler ce qu'il est en train d'apprendre. Parce que c'est pas facile. Moi, j'ai vu des gens qui sortent de la salle complètement émus, sans que ça soit un film choc. C'est pas du tout ça, c'est un film humain. Tout à fait. C'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter. Vous avez tout à fait raison, c'est un film avant tout humain et qui ne va pas du tout dans la provocation choc. Et pas du tout misérabiliste. Il y a une tendresse très fine, mais sûrement qui passe par le regard de ces femmes au final, qui ont toutes des personnalités, malgré leur colère, on les sent très... C'est bizarre de dire ça, mais très apaisées. Et dignes. Oui, voilà, exactement. La tête haute, il n'y a pas de honte dans leurs propos, mais il y a une colère, mais il y a une certaine tendresse qui est toujours là. Merci beaucoup, Marguerite Cadenas. On vous souhaite une bonne chance pour la compétition, du coup, long métrage documentaire, et on vous dit à très bientôt. Ok, merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve bientôt, tous les jours à 13h en direct, toujours sur la page Facebook du Festival international du film d'Amiens, avec différents invités. Et ce soir, avec un petit live surprise en direct également ici, vers les alentours de 19h, avec l'équipe de La Villa, qui sera présentée en avant-première à 20h30 au cinéma Gaumont. On vous dit à ce soir, bonne journée sur le festival, à bientôt.